Des objets de collection ultra rares de l'âge d'or du catch aux incroyables trésors des coffres de la WWE. Au fil des ans, certaines des trouvailles les plus rares du monde du catch ont fait leur chemin jusqu'aux pawn shops du monde entier. Ces objets vont de l'étrange et du peu conventionnel à la folie pure et simple, et nous vous conseillons de rester jusqu'à la fin de la vidéo car nous allons aborder les objets les plus rares de la WWE qui coûtent plus cher que votre vie. La figurine prototype de Hulk Hogan. Avant Hulk Hogan, le catch professionnel et la WWE en général étaient relégués aux petites scènes des salles de bingo. Mais The Hulkster a apporté sa magie, ce qui a permis de remplir le Pontiac Silverdome avec plus de 100 000 personnes. Il suffisait de voir Hulk Hogan mettre hors d'état de nuire un adversaire avec un Atomic Leg Drop pour devenir accro à son pouvoir de star, et tout le monde le savait. Avec un tel succès, on peut s'attendre à ce que des entreprises viennent frapper à la porte pour obtenir une part du gâteau. Et lorsqu'il s'agit de faire des tonnes d'argent avec l'industrie du divertissement sportif, personne n'arrive à la cheville des sociétés de merchandising. Compte tenu de la popularité des catcheurs professionnels, la vente de produits dérivés est devenue une activité importante pour les entreprises qui cherchaient à tirer profit de cette célébrité. Et c'est là qu'interviennent les fabricants de figurines. Les catcheurs professionnels et les figurines ont une histoire longue et complexe, et nous pourrions passer des heures à en parler. Depuis les débuts de LJN, qui produisait des figurines de tous les grands catcheurs, jusqu'aux méga-corporations comme Hasbro qui se sont jointes à l'aventure pour gagner de l'argent sur le dos de vos catcheurs préférés. Des sociétés de jouets comme Mattel, LJN et Hasbro ont produit des millions de figurines pour les catcheurs de toutes les époques de la WWE. Qu'il s'agisse d'obscurs catcheurs ayant passé quelques minutes sous les feux de la rampe ou de méga superstars, tout le monde a eu droit à des figurines à son effigie. Ce qui était autrefois considéré comme des jouets destinés uniquement au divertissement des enfants s'est rapidement transformé en un rêve de millions de dollars pour les collectionneurs désireux de posséder un morceau de l'histoire de la WWE. Compte tenu de la quantité de jouets produits par les fabricants, la plupart des figurines de catch valent quelques dollars. Mais certaines des figurines les plus rares peuvent coûter aussi cher qu'une maison familiale. Il existe de nombreuses figurines rares de Hulk Hogan qui reposent dans des coffres-forts gardés dans le monde entier, mais elles ne peuvent pas toucher la figurine prototype LJN Hulk Hogan produite au sommet de sa gloire. Cette figurine ultra rare est un moule prototype de 40 cm utilisé pour créer des milliers de figurines de Hulk Hogan qui ont fini dans les mains de petits-enfants. Comme il s'agit d'un moule original pour l'une des premières figurines du Hulkster, de nombreux collectionneurs donneraient un bras et une jambe pour la posséder. Nous ne pouvons pas les blâmer, car cette pièce est la crème de la crème en matière de figurines Hulk Hogan. Si vous êtes un flambeur aux poches bien garnies, vous pourrez probablement vous procurer la figurine pour la somme exorbitante de 49 999 $ sur eBay. Avec un catcheur aussi populaire que Hulk Hogan, vendre des produits dérivés est aussi facile que de vendre de l'eau dans un désert. Mais Hulk Hogan n'était pas le seul catcheur à avoir des figurines hors de prix, et l'article suivant devrait vous époustoufler. Collection de figurines WWE Jakks Ultimate Warrior. Avec sa coupe mulet et ses magnifiques cheveux blonds, il suffisait de regarder Ultimate Warrior pour comprendre qu'il s'agissait d'un catcheur pur et dur. Plusieurs autres catcheurs allaient utiliser de la peinture faciale dans la WWE, mais Ultimate Warrior rendait cela plus cool. Et les enfants devenaient fous en essayant de mettre la main sur une figurine d'Ultimate Warrior. Comme la plupart des catcheurs de l'époque, Ultimate Warrior a passé un accord avec Jakks Pacific pour créer une collection de jouets pour leur ligne WWE. Et cette collection allait hanter les collectionneurs de jouets plusieurs décennies après sa retraite. Jakks Pacific a produit des centaines de jouets Ultimate Warrior, mais ce sont les lignes de jouets super limitées qui ont empêché les collectionneurs de dormir. La ligne super limitée comprenait la figurine du retour de la WCW, une figurine en marbre et une figurine Unmatched Fury. Bien que ces figurines soient rares, celle qui a attiré l'attention de la plupart des collectionneurs était celle qui ressemblait à une statue grecque bizarre. Seules 20 de ces figurines ont été fabriquées, et chacune était accompagnée d'un certificat d'authenticité permettant d'éliminer les contrefaçons. En trouver une en parfait état serait comme trouver un animal en voie de disparition dans la nature.
et les collectionneurs sont à l'affût de toute personne disposée à la vendre. Ceci étant dit, le summum de la ligne de figurines Jack Pacific Ultimate Warrior doit être sa figurine basée sur son look du Royal Rumble de 1991. La figurine est complète avec son body blanc et sa peinture faciale caractéristique. Cette fois-ci, le jouet Ultimate Warrior arbore le drapeau américain. Outre son design impressionnant et l'attention portée aux détails, cette figurine n'a été fabriquée qu'à 3 exemplaires. Avec une telle rareté, vous savez que les collectionneurs de figurines feraient n'importe quoi pour mettre la main sur cette figurine. Pour une collection complète de figurines Ultimate Warrior, sans la figurine Royal Rumble 1991, un vendeur pourrait gagner jusqu'à 20 000 $, et nous sommes modérés. Mais si l'on ajoute la figurine du Royal Rumble 1991, on peut trouver des fidèles de la WWE prêts à débourser 40 000 $ pour avoir la chance de posséder un morceau de l'histoire d'Ultimate Warrior. Si ces chiffres ne vous semblent pas crédibles, attendez de voir ce que les gens sont prêts à payer pour une pièce d'équipement de catch. L'équipement des débuts de Kane. Nous sommes en 1997 et l'Undertaker et Shawn Michaels se livrent à l'un des combats en cage les plus fous de l'histoire de la WWE. Il y a eu beaucoup de plongeons suicides et de sang sur le ring. Mais une chose qui a rendu le Hell in a Cell de 1997 encore plus mémorable a été l'introduction de Kane. En grandissant, la plupart des enfants étaient fascinés par le mystère qui se cachait derrière le frère maléfique de l'Undertaker. Nous commencions tout juste à nous habituer à la folie d'un croque-mort doté de pouvoir lorsque la WWE a décidé de nous en donner un autre pour faire bonne mesure. La promotion avait un homme mort doté de pouvoirs surnaturels qui venait délivrer des pierres tombales épiques à tous ceux qui osaient le combattre sur le ring. Mais tout cela a changé avec l'introduction de Kane en 1997. Kane fait ses débuts en tant que frère perdu de l'Undertaker, mort dans un incendie lorsqu'ils étaient enfants. Dès sa sortie de la boîte, Kane s'est élancé sur le ring pour se venger de son frère, ce qui a fini par constituer l'un des plus grands débuts de personnage de tous les temps. Le fait de voir l'Undertaker perdre ce match Hell in a Cell à cause de l'influence de Kane a consolidé son entrée dans les hautes sphères des trésors de la WWE. Alors que le masque de Kane était un élément à part entière de son costume de débutant emblématique, nous ne pouvons pas nous empêcher d'inclure la cape de Kane de l'époque glorieuse du catcheur. Il est difficile de croire qu'à un moment donné, le démon préféré du diable s'est promené avec une cape, mais c'est pourtant bien ce qui s'est passé. La cape rouge avait un motif noir qui donnait l'impression qu'elle était ornée de flammes de l'enfer. Kane est apparu avec cette cape lors d'un house show au Madison Square Garden en 1997. C'était quelques mois après qu'il ait terrassé l'Undertaker lors de ses débuts télévisés sans précédent. Si l'on revient aux origines de Kane en tant que personnage de la WWE, on comprend mieux pourquoi un démon comme Kane a besoin d'une cape. Tout cela est dû au concept original de Kane, qui comprenait une cape sans masque. La promotion a ensuite essayé la cape au Madison Square Garden avant qu'elle ne soit abandonnée. Contrairement au masque, dont l'usure est due à une utilisation répétée, la cape de Kane est en très bon état car elle n'a été portée qu'une seule fois. La cape a été découverte lors d'un épisode de l'émission Double Gain, W's Most Wanted Treasures. Avec le masque, elle fait partie des équipements emblématiques de la fin des années 90 à la WWE. Selon l'archiviste de la WWE, il n'y a pas beaucoup de souvenirs de Kane dans les archives, donc la tenue originale des débuts de Kane avec le masque est le rêve de tout collectionneur. Il n'est pas nécessaire d'être un fan inconditionnel de catch pour reconnaître la valeur de l'équipement original de cette magnifique entrée en scène. La valeur de l'équipement est estimée à 35 000 $. Si l'idée de posséder un costume WWE rarissime des années 90 vous séduit, vous devriez adorer l'objet suivant de cette vidéo, le masque et la chemise en cuir originaux de Mankind. Au fil des ans, la WWE a accueilli certains des personnages les plus étranges du catch professionnel. Des monstres comme The Boogeyman aux personnages amusants comme Mentor, la promotion a beaucoup de personnages bizarres. Mais le Mick Foley's Mankind était quelqu'un de spécial. Avec les manières d'un maniaque complet,
Mankind est monté sur le ring en 1996 avec un costume qui donnait l'impression qu'il venait de s'échapper d'un asile. L'écouter parler des choses horribles qu'il pouvait faire au corps humain suffisait à donner des frissons à l'enfant des années 90. L'origine du masque de Mankind remonte à l'époque où l'Undertaker s'est cassé l'os orbital et a eu besoin d'un masque pour protéger son visage pendant qu'il continuait à se battre sur le ring. La WWE a conçu plusieurs masques pour l'Undertaker et, avant d'opter pour le Phantom Mask, Vince McMahon a manifesté son intérêt pour un masque unique qui a fini par devenir le Mankind's Mask. Les fans ont adoré Mankind avec le masque et la veste en cuir conçue par Foley. Des décennies après la retraite de Mankind, la WWE a retrouvé la veste en cuir chez un collectionneur qui l'avait achetée après l'avoir recherchée pendant des années. Grâce à des négociations persuasives, Mick Foley a pu convaincre le collectionneur de se séparer de son bien le plus précieux en échange de 500 $ et de quelques faveurs. Cela peut sembler peu pour une veste que Mankind portait au sommet de sa carrière, mais associée au masque original, elle vaut une fortune. Aujourd'hui, les deux pièces sont exposées dans les archives de la WWE, mais si elles sont un jour vendues aux enchères, elles devraient coûter plus de 20 000 $. La figurine Hasbro aux cheveux noirs de Greg Valentine, Rhythm and Blues, Greg the Hammer. Valentine n'est peut-être pas le premier nom qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à des catcheurs professionnels possédant des figurines hors de prix, mais nous avons une histoire à vous raconter. Les jeunes fans de la WWE ne connaissent peut-être pas la légendaire équipe Rhythm and Blues, mais à l'époque, The Honky Tonk Man et Greg the Hammer Valentine dirigeaient la Fédération mondiale de catch. Pendant une courte période de la carrière héroïque de Rhythm and Blues, Valentine a changé les choses en se teignant les cheveux en noir. Le hasard a voulu que la société de jouets Toys R Us annonce une figurine de Rhythm and Blues dans l'édition 1991 du WWF Magazine. Dans la publicité de Toys R Us, la figurine de Greg avait des cheveux noirs et une veste d'entrée moulée imitant son apparence actuelle, mais quelque chose d'étrange s'est produit lors de la sortie du jouet qui a tout changé pour toujours. Alors que des milliers d'enfants attendaient la sortie de la figurine de Greg the Hammer aux cheveux noirs, ils ont été totalement déconcertés lorsque le jouet est sorti avec des cheveux blonds. La plupart des gens ont supposé qu'il s'agissait d'une erreur dans les publicités, mais la réalité était bien plus choquante. Et il a fallu attendre quelques décennies avant que la vérité ne fasse surface. En 2013, une figurine originale de Greg the Hammer Valentine aux cheveux noirs est apparue en ligne, ce qui a rendu fous les collectionneurs de figurines. Il a été révélé que les figurines aux cheveux noirs avaient été utilisées comme prototypes pour la ligne de figurines Greg Valentine, mais que seuls 3 prototypes avaient été fabriqués. L'un de ces prototypes appartient à l'ancienne star de la WWE Matt Cardona, qu'il a acheté pour 43 000 $ à un ancien employé de Hasbro. 43 000 $ pour une collection de jouets, c'est absurde. Mais vu la rareté de la figurine de Greg the Hammer Valentine, nous pensons que cela valait la peine, et il y a quelques collectionneurs qui paieraient plus en un clin d'œil. Vous en avez peut-être assez de voir des jouets qui coûtent plus cher que votre vie, mais nous sommes au regret de vous informer qu'il existe encore une figurine qui surpasse de loin la figurine de Greg Valentine, alors n'hésitez pas à vous y attacher. Figurine Kamala de Moonbelly. Oubliez Greg Valentine. Quand il s'agit du Saint Graal de la communauté des figurines, vous ne pouvez pas faire mieux que la figurine de Kamala de Moonbelly. Bien qu'elle n'ait pas un grand nombre de fans, la géante ougandaise Kamala n'a plus besoin d'être présentée. Il n'y a rien d'aussi exaltant que de voir son catcheur préféré se faire étrangler dans un match, et bien qu'il n'ait pas été dans le monde du catch depuis longtemps, Kamala a eu l'occasion d'en éliminer quelques-uns des plus grands. Des légendes comme l'Undertaker à André le Géant, personne n'a pu échapper au regard mortel du chasseur de tête. Au sommet de sa popularité, Hasbro a décidé de sortir une figurine pour le catcheur, qui a été présentée dans le magazine d'été de l'AWF de 1993. Contrairement au fiasco de la figurine inédite Greg Valentine de Rhythm and Blues, la figurine prototype de Kamala devait être à l'image de ceux que l'on trouvait sur les étagères des magasins du monde entier. Ce n'est que des décennies plus tard, lorsqu'un client est entré dans un magasin de prêt sur gage, que tout ce que nous savions sur les figurines d'action a changé. Lors d'un épisode de Pawn Stars, un client est entré avec une figurine Hasbro Kamala scellée avec un croissant de lune sur le ventre.
Alors qu'il prévoyait de vendre le jouet pour la modique somme de 7 500 $, le propriétaire de Rogue Toys Vegas, Steve Johnston, a été invité à vérifier l'authenticité du jouet et ses paroles allaient mettre le feu aux poudres dans l'industrie de la collection de jouets. Après avoir examiné la figurine, Steve Johnston a révélé qu'il s'agissait de l'une des pièces les plus rares de la gamme Hasbro double fait WF, voire de tous les jouets de catch. Johnston a expliqué qu'Hasbro effectuait une série de 2 douzaines d'échantillons avant la production et envoyait cet échantillon aux avocats ou au chef de la marque pour approbation finale, d'où les figurines de Kamala Moon. On suppose que Kamala n'a pas signé l'approbation finale de ceux qui étaient produits par Hasbro, de sorte qu'ils ont apposé une étoile et ont pu produire la figurine sans son approbation. Malheureusement pour le client qui est entré chez le prêteur sur gage avec le jouet, sa figurine et Johnston ont relevé quelques irrégularités qui prouvaient qu'il ne s'agissait pas d'une des légendaires Kamala au ventre de lune. Interrogé sur le prix de la figurine, Matt Cardona a révélé qu'il avait déjà dépensé 11 000 $ pour en acheter une, juste pour savoir si elle était authentique. La plupart des figurines à ventre de lune ayant disparu avec le temps, la figurine de Kamala atteindrait un prix stupéfiant de 60 000 $ et plus. Le masque fantôme et le manteau violet de l'Undertaker. Peu importe que vous souteniez les gentils ou que vous vous mêliez aux méchants du catch professionnel, dès que l'Undertaker montait sur le ring, vous saviez que les choses allaient devenir réelles. En élaborant soigneusement sa présence mystique, le démon de la vallée de la mort a transcendé l'archétype du gentil contre le méchant popularisé par le sport. Menaçant et diabolique, il nous faisait toujours frissonner lorsqu'il apparaissait sur scène. Sans aucun doute, le Deadman était la superstar idéale de la WWE qui a fait tomber beaucoup d'enfants amoureux du catch. Et en tant que tel, tout le monde voulait une partie de son mythe. Après des années passées dans un garde-meuble presque oublié, 2 objets incroyablement rares de la carrière de l'Undertaker ont été découverts et vous donneront le sourire. Le premier équipement n'est autre que son masque fantôme de 1995 et l'histoire qui se cache derrière cet équipement étrange va vous époustoufler. L'histoire commence par un combat massif entre The Undertaker et Big Mabel et malheureusement pour le Seigneur des Ténèbres, il se fait botter les fesses dans ce combat. Peu de temps après, un Mabel de 200 kg frappe l'Undertaker à pleine vitesse alors qu'il est coincé par les cordes et les résultats sont catastrophiques. Ce qui semblait être un mouvement normal entre 2 catcheurs professionnels a fait perdre à l'Undertaker environ 90% des os orbitaux de son crâne. C'était tellement grave qu'en supposant qu'il soit à nouveau frappé au visage, il aurait perdu un œil dans ce combat. Après avoir été opéré et être remonté sur le ring, l'Undertaker a revêtu le Phantom Mask, qui n'était au départ qu'un vêtement de protection, mais qui est rapidement devenu un équipement emblématique de sa carrière. En ce qui concerne les costumes, des centaines ont été fabriqués pour que les catcheurs aient toujours une nouvelle paire, mais le masque fantôme était différent. Il n'en a été fabriqué qu'un seul, ce qui le place au rang des trésors de la WWE. Si le masque fantôme de l'Undertaker est rare et très cher, sa tenue violette d'origine n'est pas une plaisanterie, puisqu'il s'agissait de son look habituel après sa mort et sa résurrection après SummerSlam 1994. Accompagnée de l'emblématique lueur violette, cette version de l'Undertaker était emblématique, ce qui en fait l'un des objets les plus recherchés de l'histoire de la WWE. Ces 2 objets de la carrière emblématique de l'Undertaker se trouvent actuellement dans les archives de la WWE, mais s'ils sont vendus aux enchères, il faut s'attendre à une véritable guerre des enchères entre collectionneurs du monde entier. Le trésor de l'Undertaker vaut peut-être une fortune, mais ce n'est rien comparé à l'objet suivant de notre vidéo. Ceinture de championnat originale de la WWF datant de 1963. Lorsque l'on pense aux trésors cachés de l'époque de la WWF, beaucoup de figurines et de souvenirs peuvent venir à l'esprit. Mais ils sont tous pâles en comparaison avec le titre de champion original datant de 1963. Contrairement aux ceintures brillantes auxquelles nous sommes habitués aujourd'hui, la ceinture de championnat originale est faite d'une lanière de cuir de couleur brique et c'est la chose la plus cool que vous ayez jamais vue. De sa plaque frontale unique en forme d'USA aux différentes pierres précieuses qui ornent la ceinture, elle regorge de détails sous tous les angles et on ne peut s'empêcher de se demander ce qu'elle a subi. Symbole de l'énergie brute qui animait la WWE dans les années 60, la ceinture a défini une ère de divertissement de haut niveau et de personnalités plus grandes que nature, telles que Pedro Morales et Buddy Rogers.
Comme elle a été utilisée avant que le catch ne devienne grand public, la plupart des fans qui se souviennent de cette ceinture sont de vrais croyants qui n'auraient jamais pu imaginer les sommets que la WWE atteindrait au XXIe siècle. À l'époque où la WWE n'était qu'un rêve de quelques fous de catch, l'idée d'attribuer une ceinture au vainqueur de son tournoi principal est devenue l'objectif principal, ce qui a conduit à la création de la première ceinture. Cette ceinture scandaleuse est composée d'un plastron représentant les États-Unis continentaux et d'une lanière de cuir rouge. Le plastron comportait un grand cercle destiné à accueillir la photographie du détenteur du titre et était flanqué de 2 grappleurs. La ceinture inaugurale a été remportée par l'emblématique Buddy Rogers en 1963, puis par Bruno Sammartino en 1971. Pour une ceinture à l'histoire aussi riche, il est choquant que la plupart des fans réalisent qu'elle a été perdue pendant 50 ans. Des historiens du sport se sont lancés dans une recherche digne d'Indiana Jones pour découvrir cette ceinture inégalée datant des premières années de la WWE. Après des années passées dans l'obscurité, la ceinture a été découverte dans le grenier de l'ancien grappleur professionnel Johnny Barand. Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour comprendre que la ceinture de championnat de 1963 est un artefact unique des premiers jours de la WWE et qu'elle a donc une immense valeur sentimentale pour les passionnés et les collectionneurs. Avec une telle importance historique et une telle rareté, nous ne pouvons même pas imaginer le prix que cette ceinture atteindra aux enchères si la WWE décide un jour de s'en séparer. À votre avis, l'enchère d'ouverture pour cette pièce devrait être de 50 000, 100 000 ou même 1 million. Les objets présentés dans cette vidéo proviennent de différentes époques de la WWE, mais leur point commun est leur rareté et leur prix exorbitant. Si l'occasion vous en était donnée, lequel de ces souvenirs de la WWE aimeriez-vous posséder? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et, avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.